cela. Il y a des gens qui sont très axés sur le virus, machin. C'est pour ça qu'on le fait pour tout le monde aussi. Mais après, vous pouvez refermer, hein, c'est juste pour ton stream. C'est fait. Merci. Ça va aller, Jacqueline? Ça va, Christophe, bon. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vorin sur Radio EDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Salut. Philippe, je vais essayer de vous ménager aujourd'hui. 9h30, 11h, c'est le bar de l'économie en direct sur Radio EDFM 98, idfm98.fr ou Facebook en vidéo live, page bar de l'économie. Et cet après-midi sur YouTube, chaîne bar de l'économie, si vous voulez revoir cette émission. Soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, mardi 19 janvier, nous allons parler de formation. Formation linguistique professionnelle avec une mise en lumière de tous les dispositifs qui en découlent pour développer de nouvelles compétences et rebondir. Et pour développer ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Kate Roussel. Bonjour Kate. Bonjour. Kate, vous êtes la fondatrice et dirigeante de Fluency Formation, une entreprise créée en 2001 qui dispense des cours principalement en anglais et français, individuels ou collectifs, avec des remises à niveau et des prises de parole. Et nous découvrirons comment vous adaptez vos méthodes aux besoins de vos interlocuteurs. C'est tout à fait ça, merci. À vos côtés, Philippe Attia. Bonjour Philippe. Bonjour Jacqueline. Vous êtes responsable du pôle formation de l'organisme AAF, Action Avenir Formation, qui privilégie des formations en développement de savoir-être pro, d'attitude comportementale, bilan de compétences, VAE, qui veut dire validation des acquis de l'expérience, que ce soit pour faire le point sur sa vie professionnelle ou préparer un futur projet. Et compte tenu de la situation actuelle du marché de l'emploi, vous nous expliquerez toute l'importance de ces formations. C'est exact. Et à vos côtés, Stéphanie Hulot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jacqueline. De Paris CDG Alliance, un groupement d'intérêt public, un GIP, administré et financé par des structures publiques et privées qui ont souhaité investir ensemble dans des missions d'intérêt général et dont vous êtes la responsable du pôle compétences. Avec vous également, nous allons découvrir la mission de ce groupement et votre rôle dans cette structure. Bienvenue et merci à tous les trois pour votre présence ce matin dans nos studios de Radio IDFM. Vers 10h, notre expert en communication Étienne Barrier de Unique Production nous présentera sa chronique, tout à fait d'actualité puisqu'elle s'intitule « Communiquer sur le long terme ». Mais tout de suite, pour commencer, voici l'info du jour. Alors, cette info concerne les soldes qui débutent demain, 20 janvier. Seulement voilà, au soulagement d'échapper à un troisième confinement en France, succède l'angoisse de devoir tirer le rideau dès 18h. L'entrée en vigueur du couvre-feu sur tout le territoire français depuis samedi, 16 janvier, risque de compliquer la fréquentation des magasins d'habillement qui, à partir de mercredi 20 janvier, donc demain, et pour 4 semaines, entament les soldes d'hiver. Toutes les enseignes espèrent réduire au plus vite le stock de vêtements qui, depuis le printemps 2020, s'accumule en magasin. Car, faute de réveillon, de la Saint-Sylvestre, de trajets métro, boulot, dodo et de vie au bureau, les Français n'ont ni craqué pour une robe à paillettes, ni renouvelé leur doudoune, ni changé de costume. Les grosses pièces de la collection hiver se sont mal vendues, observe Hélène Janicot, directrice des études chez Kantar. Et c'est un coup dur après une année qui fut un tsunami, rappelle Gildas Mainviel, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, IFM. La baisse d'activité s'est établie à moins 26% sur l'année pour les magasins, avance Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, fédération de la distribution non alimentaire. Au global, en y incluant la vente en ligne, le marché français devrait afficher un recul de l'ordre de 17% sur l'année 2020. Dès lors, plusieurs chaînes, Monoprix, Camaïeu ou encore Zara, ont devancé l'appel des soldes d'hiver sans attendre le 20 janvier, en accordant des démarques à leur clientèle dans le cadre de promotions ou de ventes privées, quitte à frapper fort.
Dès le lendemain de Noël, les annonces de rabais de 40 ou 50% ont fleuri sur toutes les vitrines. Et ces promotions ont redoublé dans tous les magasins depuis samedi 16 janvier. Car toutes les enseignes s'inquiètent de l'impact du couvre-feu sur leur activité. La fermeture des magasins à 18 h menace leur compte d'exploitation dans cette période de solde d'hiver. Le couvre-feu à 18 h, c'est nous mettre la corde au cou et nous condamner à sauter de la chaise, dénonce la Fédération nationale de l'habillement. Car 25 à 30% du chiffre d'affaires sont réalisés entre 18 h et 20 h. En périphérie des villes moyennes, on peut aller jusqu'à une baisse de 40% du chiffre d'affaires parce que les consommateurs ne passeront plus par les centres-villes des périphéries. Face à cette situation, plusieurs préfets ont accordé des dérogations pour que les commerces puissent ouvrir le dimanche. Une mesure qui doit devenir nationale pour la Fédération du commerce et de la distribution et l'Alliance du commerce. Enfin, à la question « Quelle solution avez-vous ou pouvez-vous mettre en œuvre ?» Éric Merz, président de la Fédération nationale de l'habillement, déclare « Nous restons ouverts, mais pas avec les mêmes aides que les entreprises fermées. » Et il dit « En 2020, le textile a perdu 30% de son chiffre d'affaires et nous n'avons eu aucune aide spécifique. Nous avons déjà dû avoir une certaine agilité et une résilience. J'en appelle au gouvernement. Il nous faut bénéficier du fonds de solidarité. C'est fondamental. Si nous n'avons pas ces aides, on est dans le pire scénario qu'on puisse imaginer. Les entreprises moyennes pourraient disparaître, sans parler d'un éventuellement reconfinement qui signerait la fin totale des soldes. » Voilà, donc c'est une nouvelle qui n'est pas très gaie, malgré cette annonce des soldes c'est toujours un moment plutôt sympathique, mais là, ça tourne vinaigre. Qu'est-ce que vous en pensez, Kate Roussel? Oui, c'est vrai que cette année, il n'y aura pas vraiment le plaisir d'aller flâner dans les boutiques. Ouais. Mais vraiment, je trouve que c'est très difficile plutôt pour les petites boutiques de centre-ville. Ouais. C'est vrai que ça honnêtement, je pense que les gens vont plutôt fuir. Déjà, il faut pouvoir y aller. C'est ça. Mais le problème, c'est que oui, quand oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir sûrement une concentration le samedi et le dimanche, puisque bon, oui, il faut l'espérer aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis les grandes chaînes qui ont déjà mis en place la vente sur Internet, etc. Bon, je pense qu'ils vont finir par s'en sortir à peu près, mais bon, les boutiques plutôt, des commerces locaux. Oui, c'est ça. Les grosses chaînes, finalement, elles s'en sortent toujours. C'est les petits commerçants qui souffrent. Oui, c'est ça. Oui. Donc, bon, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir peut-être mettre en place des solutions un petit peu de click and collect, même l'ouverture du dimanche. Pourquoi pas? Parce qu'on sort tellement peu maintenant. Oui, qu'on est si content de pouvoir, bien sûr. Oui, si ça peut se faire dans des conditions relativement plus sympas. Oui, voilà, c'est plus sympa, sanitaire. Philippe Attia, vous souhaitiez réagir? Oui, moi, j'ai eu une carrière de commerçant pendant de nombreuses années. Effectivement, le créneau 18-20 heures, c'est un créneau primordial quand on est commerçant, et je peux comprendre leur détresse et leur questionnement. J'espère vraiment que la mesure de l'ouverture de dimanche va devenir nationale, parce que ça pourra peut-être apporter d'autres opportunités pour que les gens un peu d'oxygène. Exactement. Et puis une fluidité aussi dans la venue de clients, parce que si tout le monde se concentre le samedi uniquement, ça peut être contre-productif par rapport aux mesures. Oui, parce qu'il va y avoir des queues d'attente, et donc en plus avec la distanciation. Exactement, la promiscuité. Et du coup, moi j'ai une grande pensée pour toutes ces personnes qui en souffrent, et puis leur vie personnelle aussi est impactée. J'espère vraiment que ça va se débloquer assez rapidement, et puis qu'ils vont trouver les moyens pour aider de tenir le cap. Stéphanie Hulot, vous souhaitez réagir? Moi, je partage tout à fait les propos de Kate et de Philippe. C'est vrai que des soldes, lorsque les boutiques doivent finir à 18 h, doivent terminer à 18 h, en plein moment où justement c'est la sortie du bureau, où on doit se speeder pour rentrer chez soi, et finalement on ne va pas profiter déjà nous à ce titre-là des opportunités. Et puis surtout pour les commerçants, Philippe parlait et Kate aussi des commerçants locaux, des petites boutiques qui n'ont pas encore mis en place de vente sur Internet.
ça risque vraiment d'être compliqué. Et puis, cette ouverture le samedi, on va être bouchonné dans des files d'attente. Ça donne pas du tout envie, en fait. Hein. Pour le consommateur, on se dit, oh là là, quelle galère, j'ai pas forcément envie d'aller passer mon samedi après-midi à faire la queue. Donc l'ouverture le dimanche, ça paraît une solution quand même primordiale pour que justement la population puisse faire sa traditionnelle sortie des soldes, mais aussi pour que les petits commerçants puissent voir un peu le bout du tunnel et écouler leur stock. Oui, parce que s'ajoute aussi la météo qui n'est pas favorable. Enfin, je trouve que ces commerçants ont beaucoup de galères depuis quelques années où la météo n'est jamais au rendez-vous. Il fait beau quand c'est l'hiver, il fait froid quand... Oui, c'est vrai que les provisions, c'est gâté. Il y a de la neige, quand on ne peut pas skier. C'est ça. Il n'y a pas de neige. Bon, rien ne va plus. Merci en tout cas pour votre partage et vos points de vue. Avant de vous donner la parole pour traiter du sujet du jour, on fait une pause et on se retrouve juste après. C'est vrai, moi je trouve que les commerçants, je fais attention à ça. Au niveau de la saison, ces dernières années, c'était vraiment... j'ai l'impression qu'il y avait un mauvais sort. Oui. Et puis oui, faire preuve. Je suis venue, parce que j'habite pas loin, donc je viens régulièrement à Enghien faire un petit tour, et puis j'aime bien venir au Nicolas qui est là, parce que le caviste, il a tout le temps des bonnes idées. Et à la période des fêtes... la boutique est minuscule, donc on était une dizaine à faire un tour dehors. C'est décourageant. Et à la fois tu veux le faire travailler, mais à la fois tu te dis je vais faire 20 minutes à faire la queue. Tu vois, c'est à savoir si c'est pas contre-productif de mettre ces restrictions dans la fidélité de l'avenue des clients, c'est ça le truc. Alors j'ai pas voulu partir là-dedans, mais c'est une vraie. Alors après, oui, faire preuve de solidarité, on a tous envie, t'as raison, mais à un moment, moi j'ai été une fois à Rosny pour essayer. J'ai vu le monde. Oui, ça fait fuir. J'ai fait demi-tour. Mais là, bien sûr, il y a une petite brûlerie, pareil, qui fait du café. C'est pareil, ils sont super sympas. Donc, période des fêtes, moi, je bouffe toujours du café. C'est vrai. La boutique est minuscule, donc tu fais la queue sur le trottoir pendant 20 minutes sous la pluie, effectivement, donc il ne faut pas être découragé. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as? Les Brigitte. Oui, c'est ça. J'adore. Moi aussi, j'adore. J'ai en concert plein de fois. Vous pouvez mettre le gaz si vous voulez écouter. Parce qu'on est obligé de... Ton sac à main, il est par terre si tu cherches un sac à main. Parce que c'est là qui se défait. Si on met plus fort... Non, je suis pas désolée, mais tant mieux. J'ai l'impression que ça va disparu. Tu sais, je suis d'en haut, vérifie. T'es en métaposition. C'est genre pas. Tu vas pouvoir me prendre en exemple. Allez. Les Brigitte, c'est calme. Ils ont fait une reprise de Benz. Ouais, elle est vieille celle-là, mais c'est vrai qu'elle est bien. C'est calme. On concert une année, il est venu sur place. Le titre, c'est quoi déjà? Ah, c'est Battez-vous, c'est celui-là. C'est vraiment super. Il y a Joe Star qui est venu chanter Benz avec elle. Ah, c'est tout canon. Ah, c'était super. Ah, ouais, c'est super. C'était où? C'était à l'Olympia. Elles sont bonnes. Elles sont super. Ouais, puis elles partagent vraiment avec le public, elles donnent quoi, tu vois. On voit ces petits yeux qui dépassent du... Je voulais pas m'appeler Charlie, c'est un prénom de garçon. C'est vrai. Ah, parce que c'est pas un diminutif en fait. Ah non, c'est Charlie. C'est mignon. C'est vraiment anglo-saxon pour les femmes. Ça fait un petit peu personnel. Les mères n'ont pas d'idée. Emma. Emma, c'est plan-plan. C'est très joli, mais Emma, elle ressemble à rien. Attention.
Radio IDFM, le bar de l'économie. Nous venons d'écouter Brigitte, battez-vous, que j'adore. Vous écoutez Radio IDFM et ce matin, notre bar de l'économie s'intéresse à la formation sous toutes ses formes. Et pour en parler avec moi dans le studio, j'accueille Kate Roussel, la fondatrice et dirigeante de Fluency Formation, Philippe Attia, responsable du pôle formation de l'organisme AAF Action Avenir Formation, et Stéphanie Hulot de Paris CDG Alliance, responsable du pôle compétences. Kate Roussel, merci d'être présente avec nous ce matin. Merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. J'avais le plaisir de vous accueillir. En fait, il y a tout juste un an, j'avais le sentiment que c'était plus vieux que ça, mais non, c'était il y a tout juste un an, à une semaine près. Et à l'époque, on parlait bien du virus, mais sans présager de cette crise hors norme. Comment allez-vous dans cette situation économique très particulière? Oui, c'est vrai que c'était une année assez particulière, mais honnêtement pour nous, pour notre organisme de formation, oui. Ça va bien, on a pu s'en sortir pour l'année dernière. Oui. On avait déjà mis en place en fait la solution de cours en visioconférence, oui. et en fait on a pu basculer tous les cours en présentiel déjà sur la visioconférence, et puis on a eu pas mal de demandes en fait au fur et à mesure de l'année de personnes qui souhaitaient mobiliser leur compte personnel de formation. Donc on a pu former beaucoup de personnes qui soit ils étaient en télétravail et puis ils avaient un petit peu plus de temps. Ce sont des personnes aussi qui se posent des questions en plus pour l'avenir, qui se disent ça donne le temps de réfléchir quand la crise a créé des réflexions. Oui, et comme il y a de plus en plus d'annonces qui demandent quand même une langue étrangère et principalement l'anglais, c'est vrai que l'anglais est resté quand même assez demandé. Donc on a pu vraiment former beaucoup de personnes l'année dernière par le biais de la visioconférence, notre outil e-learning aussi en complément. Voilà, donc c'est vrai que pour nous c'était une année constructive. C'est ça. Finalement, vous avez dû drôlement vous féliciter quand la crise est arrivée d'avoir déjà mis en place ces cours par visio. Oui, heureusement, parce que c'est vrai que les formateurs, ils n'ont pas été pris à court. On était tous confortables déjà avec formation à faire. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. On a pu basculer de façon assez naturelle. Et puis c'est vrai que je pense que c'est pas mal aussi, parce qu'avant on faisait beaucoup de présentiel. Et les formateurs, en fait, maintenant, ils ne perdent pas de temps pour aller d'une entreprise à l'autre, dans les transports, et ils ne sont pas à risque. Ils sont tranquillement à la maison en sécurité. Voilà. Tout en gardant le contact. Kate, vous êtes venue il y a un an, mais peut-être que vous pouvez nous rappeler encore votre parcours pour nous dire comment vous avez créé Fluency Formation. Oui, en fait, je suis venue en France parce que je faisais des études de langue vivante, français et russe. Et en fait, c'est une histoire un peu classique, je pense, pour les Anglaises en France, mais j'ai rencontré mon mari à l'époque. Je suis retournée, fini mes études, je suis revenue m'installer. J'avais quand même cette idée de devenir prof, mais mon niveau de français n'était pas assez élevé pour passer le CAPES à l'époque. Donc, vous avez bien progressé depuis. Heureusement, depuis le temps. Du coup, j'ai plutôt passé un diplôme pour être formatrice aux adultes. Et en fait, j'ai adoré ça, en fait. Donc, du coup, j'ai commencé avec des petites écoles de langue. Après, je me suis mise à mon compte. Et ça s'est développé à partir de là. Très bien. Et donc, c'était en quelle année la création? La création, en fait, c'était en 2001, donc c'est le 20 ans. 20 ans, voilà, vos cette 20 année. ans. Tout à fait. Alors, on vient de le dire, vous étiez déjà en e-learning et que vous aviez tous les outils pour généraliser l'apprentissage à distance. Est-ce que vous avez dû quand même compléter votre matériel ou bien ce que vous aviez était suffisant? Alors en matériel, ça va en fait. Bon, c'est vrai qu'on a investi un petit peu, on a des casques plus confortables, des petites choses comme ça. On a testé une plateforme quand même de classe virtuelle. Donc après, du coup, on est passé à autre chose. Donc c'est vrai que on finit quand même, on fait toujours beaucoup de tests pour voir où on est le plus à l'aise pour enseigner et puis aussi pour l'apprenant. Et du coup aussi, en fait, comme on sait qu'il va y avoir de plus en plus
de formation un petit peu à distance. C'est vrai qu'on participe à des projets un petit peu comme avec Paris CDG Alliance, etc., qui proposent des formations et puis des outils de développement pour les organismes qui souhaitent justement prendre la voie un petit peu plus digitale. Oui, j'ai bien compris que votre présence à tous les trois était parfaite parce que il y a une interconnexion entre vous trois et on y reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Alors, quelles sont les personnes qui viennent chez Fluency Formation? Alors, en ce moment, on travaille beaucoup avec des particuliers, justement, comme je disais, qui veulent mobiliser leur compte personnel de formation. Oui. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont accumulé un petit budget sur plusieurs années, mais aussi qui se sont rendus compte que l'anglais, c'est devenu un frein. Peut-être qu'ils ont appris l'anglais à l'école. Bon, ça c'est plutôt bien passé ou pas. Plutôt mal, oui. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Souvent, on trouve en fait avec un apprenant français qu'il connaît tous les verbes irréguliers, il peut citer des listes, etc. Mais il faut vraiment communiquer, aller participer par exemple à un conf call ou même à une réunion en anglais, c'est vraiment juste pas possible. Donc en fait, on prend ces compétences-là et puis ces connaissances et puis on les transforme en compétences de communication. Donc ce sont des personnes qui veulent soit évoluer dans leur poste actuel, qui veulent changer un petit peu de voix, qui veulent répondre à des annonces, etc. Donc, que vraiment, c'est un accompagnement, en fait, sur le développement de sa carrière. Oui. Et bon, moi, je vois vos publications et votre méthode. Je me rends compte qu'elle est très ludique et très pragmatique. Je trouve que vos publications où vous mettez des expressions courantes, en fait, on ne les trouve pas forcément dans les livres d'anglais. Et surtout, vous avez à cœur la réussite de vos participants et notamment dans la prise de parole en anglais. Alors, est-ce que c'est pas ça le plus difficile? Oui, justement, c'est vrai. En fait, c'est peut-être le plus angoissant, en fait. Les personnes qui nous contactent disent « j'ai trop peur, je suis trop bloquée, même si j'arrive à faire une phrase, j'ai peur de ne pas comprendre ce qu'on me dit en réponse. » Oui, compris aussi. Exactement, oui, il y a ça. Donc, en fait, on essaie de dédramatiser. Et c'est vraiment en mettant en situation, en discutant, en vraiment faisant pratiquer que les personnes en fait se rendent compte que non, ça va. Plus on pratique, plus on se sent à l'aise. Et on essaie aussi de donner des conseils justement pour pratiquer l'anglais en dehors des cours. Parce que maintenant, il y a énormément de ressources gratuites en plus sur Internet, mais bon, il faut bien faut les trier un petit peu. Il faut les sélectionner. C'est ça, exactement. Donc, on essaie vraiment on a devant nous des adultes, en fait. Donc, c'est pas du tout un retour sur les bancs de l'école. C'est pas... On ne va pas faire de la théorie, des listes, etc. C'est vraiment mettre en pratique. Oui, on a conscience que c'est pour sa propre réussite. Donc voilà, il n'y a pas de... Oui, exactement. Je crois que vous créez même des jeux de rôle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est selon, par exemple, on a des personnes justement qui ont bénéficié en fait du dispositif FNE Formation, qui a été proposé à des entreprises en activité partielle l'année dernière. On a eu des personnes qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie. Donc, on a créé un programme, en fait, justement, d'anglais pour l'hôtellerie et restauration pour ces personnes, pour qu'ils puissent repartir une fois que l'activité reprend avec confiance devant le client. Alors, cette crise sanitaire, on l'a compris, elle a accéléré la formation à distance. Elle suscite néanmoins de nombreuses interrogations pour les entreprises et notamment l'articulation du CPF. Et je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, en fait, c'est vrai que le CPF, je trouve que c'est vraiment super comme dispositif parce que ça donne vraiment une autonomie en fait à la personne qui souhaite le mobiliser. Quelqu'un qui est peut-être parfois, on n'est pas aidé par son entreprise parce que justement la DRH a d'autres priorités ou peut-être que parfois aussi ils ne savent même pas quels sont les dispositifs qui existent, alors qu'avec le CPF on va sur moncompteformation.gouv. C'est ça. En 3 clics on a regardé son solde, on peut choisir une formation, on appelle l'organisme pour savoir si c'est vraiment ce qui correspond et puis on est inscrit en quelques minutes quoi. Donc c'est extra, c'est vraiment prendre son avenir entre ses mains quoi. Donc CPF c'est le compte personnel de formation et donc pour vous
dans cette dernière réforme, c'est vraiment un plus. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on en avait parlé l'année dernière. J'étais un petit peu appréhensive parce qu'il y avait la plateforme Mon compte formation qui s'était mise en place. Et puis, j'ai eu un peu peur que les petits organismes comme nous, qu'on n'ait pas assez de visibilité. Et en fait, non. Pas du tout. Vous avez pu l'apprécier et le recommander. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, il y a un système de notation qui va sortir. On a de la chance que nos formations, jusqu'à là, on a eu vraiment des évaluations très positives. Oui. Donc, je pense que ça va nous aider aussi à augmenter encore notre visibilité. Et alors, vos clients vous trouvent comment? Comment viennent-ils à vous? Alors, on a eu un nombre étonnant en fait de personnes qui nous ont trouvés justement par cette plateforme. Oui. Sinon après, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le BNI. Oui. Donc ça c'est quelque chose que c'est un réseau d'entrepreneurs et puis on essaie de s'entraider, de se passer des contacts. C'est très sympa aussi. C'est quelque chose avec lequel on a bien évolué. Et puis après, j'essaie aussi sur les réseaux sociaux d'être un petit peu visible. Oui. Donc ça fonctionne bien. Alors, aujourd'hui, quels sont vos besoins? Alors, nos besoins aujourd'hui, c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment... c'est de continuer de pouvoir évoluer vers... de vraiment bénéficier de tout tous les développements, en fait, en nouveaux outils numériques, digital, etc. Et puis... oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'on continue à progresser, à évoluer avec le temps pour pouvoir justement pour faciliter en fait l'accès à la formation des apprenants. C'est ça, vous avez envie de créer une communauté d'apprenants. Oui, exactement, oui. Ça serait vraiment sympa. On commence à travailler un petit peu sur les réseaux sociaux et ce qu'on voudrait vraiment bien faire, c'est mettre en place une plateforme. Chacun apporte quelque chose à l'autre. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on cherche à mettre en place une plateforme de conversation. Donc, les personnes qui suivent des cours de langue chez nous, la seule chose qui manque vraiment, c'est la possibilité de pratiquer à l'oral, de discuter, d'échanger en dehors des cours. Parce qu'on peut écouter, on peut regarder Netflix, il y a plein de choses à faire. Mais vraiment, pour discuter, c'est plus difficile. Donc, on aimerait bien mettre en place des petites salles de chat, etc. Mais ça, il faut que je regarde par rapport à la technologie, puis surtout la protection de la personne pour être sûr qu'on est bien, qu'il n'y ait pas de personnes malveillantes dans ces forums. Et alors, votre lien avec Philippe Attia et Stéphanie Hulot, quel est-il? Alors, avec Philippe, en fait, son organisme AAF, on s'est rencontrés au BNI, mais on a trouvé qu'on a beaucoup de points communs. Oui, voilà, c'est ça, oui. De points communs par rapport à notre approche d'accompagnement de l'apprenant. Donc, c'est vrai qu'on travaille ensemble sur des projets. On essaie de collaborer sur certaines choses pour le développement justement des distances. Et en fait, c'est comme ça qu'on a rencontré aussi. On a rencontré la Paris CDG Alliance pour déjà parce que c'était pour l'anglais, c'était pas pour la formation d'anglais, mais c'est vrai qu'ils proposent quand même des super outils pour les formateurs dans la région, en fait, sur le territoire. Et du coup, j'ai participé à leur projet en fait de développement du Learning Lab. Donc c'est un projet de formation par la réalité virtuelle. Vraiment passionnant. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait, oui. Tu veux pas faire spoiler? Oui. Mais donc, vous vous connaissez depuis combien de temps maintenant? Avec Paris CDG Alliance, je pense que ça doit faire peut-être 3-4 ans. Ah oui, je pense, oui. Voilà, c'est ça. Et puis en ce moment, on est en train de collaborer sur un super projet aussi qui s'appelle le Rapid MOOC. Je ne sais pas si tu vas en parler aussi. On va en parler, oui, absolument. Voilà. Très bien. Écoutez, merci Kate pour ce témoignage et bravo pour votre enthousiasme. Moi, je comprends que vous ayez beaucoup de clients parce que vous donnez vraiment envie d'apprendre l'anglais. C'est gentil. On fait une petite pause et on se retrouve après avec Philippe Attia. Mais oui, j'ai envie de dire, mais moi je peux témoigner parce que je suis une apprenante de Kate. Vous nous le direz alors, bien sûr, vous nous le direz. Vous n'avez pas un frère qui s'appelle Patrick? Non mais c'est vrai, vous avez un... Enfin, tu n'es pas le frère, mais de la famille... Dégagé beaucoup de... Donc, positif. Mais en fait, j'ai vraiment de la chance, c'est pas quelque chose que j'adore. Mais c'est ça, mais voilà, mais vous le transmettez.
Mais vos questions sont vraiment super aussi, ça nous aide beaucoup, parce que j'ai du mal à m'exprimer. Moi, mais je trouve que tu es hyper fluide. Hein. Là, moi, je suis en train de me dire que il va falloir que je sois hyper concise. C'est parce que elle est fluency. Oui, c'est ça. Et non, mais en fait, ça va tout seul avec Jacqueline, c'est super. C'est l'autoroute bientôt, tu vas nous dire que tu es en... C'est LP. The one that you love. NP. LP. LP. L, la lettre L et la lettre P. Je découvre de la musique ce matin. Je crois que je suis trop dans ma bulle en fait, musicalement. Avec Spotify, c'est un service. Non, c'est une chanteuse italienne. Ce que tu aimes, en fait, tu découvres pas grand chose. Non, mais c'est vrai. Avec la chronique après. C'est l'équipe préférée. Tu me laisses lui dire bonjour. C'est pour ça que je vois parce qu'il va te répondre. Oui, je la raconte toujours dans la voiture. Au moins, j'écoute des nouveautés. Puis ça me change des trucs, mes ados, qui sont inaudibles en fait, tu vois. Quand je dis ça, j'ai l'impression de faire mon père, c'est le vieux crouton. Moi, une sorte de Wednesday, j'ai envie de me prendre. Ah oui? Ah ben non, je peux pas, mes oreilles saignent. Ouais, Yana Nakamura encore, c'est plus dansant. Ouais, il faut pas écouter ce qu'elle dit. De toute façon, tu comprends pas. Peut-être pour comprendre. J'ai mon frère qui fait partie d'un groupe de métal. C'est bien, j'aime bien. Oui. J'aime bien. Du coup, ça dépend de... Il est quoi, il est bassiste? Ah non, si, bah, Elle est spéciale. Petite, c'est quoi? The one that you love. LP. C'est rien. Tu vas voir, elle est pleine de tatouages et elle est moche comme un fou. Regarde. Non, mais regarde, regarde. Tu ne comprends pas. Regarde. Tu la trouves belle, toi? C'est au secours. À la radio, ça se voit pas. Ah ouais. Non, mais par contre, c'est bien ce qu'elle fait. Ouais. C'est pour moi, c'est bien. J'ai vais saut dans le lit là. J'avais plein d'infos dans mon PC, je me suis dit, quand même. Maxime vient m'a envoyé tout un tas d'infos sur le trafic aérien et tout, que j'ai pas retenu. Elle entend, Charlie? Avec tes petites tensions. Radio IDFM, le bar de l'économie, c'était LP, The One That You Love. Merci Philippe pour ce morceau. Nous revoilà donc au bar de l'économie. Il est 10h02 et Étienne Barrier de Unique Production, notre expert en communication, nous présente sa chronique, communiquer sur le long terme. Bonjour Étienne, vous allez bien ?
parler dans le bonnet parce que c'est directionnel hein, quand vous serez interviewé. Merci Étienne pour ces précieux conseils. À la semaine prochaine. Nous sommes donc au bar de l'économie et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Kate Roussel, la fondatrice et dirigeante de Fluency Formation, Philippe Attia, responsable du pôle formation de l'organisme AAF Action Avenir Formation, et Stéphanie Hulot de Paris CDG Alliance, responsable du pôle compétences. On continue donc notre entretien sur la formation avec vous, Philippe Attia. Merci d'être également présent ce matin. Merci Jacqueline, merci à Kate qui m'a fait venir ici. Je vous remercie de nous donner la parole en tant qu'organisme de formation. Je vous en prie Philippe. Donc vous représentez l'organisme AAF Action Avenir Formation. Depuis quand cet organisme existe-t-il ? Alors l'organisme a été créé en 1999. Oui, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Exactement, oui. 20 ans de recul, 20 ans d'expérience. Et vous avez toujours été, enfin vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans le commerce, mais donc vous êtes dans l'activité de formateur depuis combien de temps ? Moi ça fait 3 ans que je suis formateur. J'ai eu un parcours un peu atypique. Oui. Alors, et qu'est-ce qui vous y a amené à ce parcours, enfin à cette formation ? Vous allez y venir, effectivement. J'ai déjà entamé ma vie professionnelle dans les ressources humaines. Et puis, j'ai pas trop perçu l'humain dans l'entreprise où j'étais. Donc, du coup, j'ai été dans le commerce pendant presque 18 ans. Et suite à ça, le questionnement sur le sens qu'on veut donner à sa vie. Et j'ai tout plaqué et j'ai fait un bilan de compétences, justement, avec AAF, qui m'a orienté vers le domaine de la formation, de la transmission. Et du coup, j'ai passé un diplôme de formateur d'adultes à l'université Paris 8, le DUFA. Et suite à ça, AAF et moi, on a commencé à échanger professionnellement. Ils m'ont proposé d'intégrer l'organisme afin de donner des formations et de suivre des gens en bilan de compétences. C'est ça, c'est-à-dire que votre bilan de compétences, finalement, était très compétent. Exactement. Si on peut dire. C'est exactement ça, oui. Alors, donc, vous êtes responsable donc, du pôle formation. Ça signifie que vous managez des formateurs aujourd'hui ? Alors, nous, on est un organisme à taille humaine. Oui. Nous sommes 8 collaborateurs. On est tous plus ou moins polyvalents. Moi, j'ai vraiment la spécificité de gérer tout ce qui est formation en lien avec les clients, les apprenants et mes collègues que je forme aussi dans tous les domaines de formation. Donc oui, effectivement, du management, c'est plutôt de l'échange constructif qui se passe dans notre organisme. C'est-à-dire vous donnez des directions sans rien imposer, c'est ça plutôt ? Exactement. Vous savez, les formateurs, en fait, moi j'ai une expression, on forme comme on est. C'est vraiment ça. L'important, c'est de garder son naturel, de garder sa spécificité, sa singularité, et d'apporter cette écoute et la transmission du savoir grâce à ça aux apprenants. Ce qui est important peut-être aussi au départ, c'est d'arriver à... Enfin, vous faites un état des lieux et vous définissez le projet on parle de clients, c'est ça ? Ce sont des clients, des apprenants, quel terme ? Alors, dans la formation, moi j'emploie le terme apprenant, parce qu'on forme des adultes, la spécificité de l'adulte en formation, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, à ce propos, j'aime à dire que beaucoup de formateurs, qui sont des formateurs métiers, qui sont experts dans leur métier, on leur dit, par une certaine logique, bon, comme tu es expert, tu vas former, tu vas expliquer aux gens comment ça se fait. Sauf qu'ils n'ont pas l'approche pédagogique, andragogique nécessaire, et du coup, ils sont eux-mêmes en souffrance dans ce métier de formateur. Et moi, suite à la formation que j'ai fait à l'université, on nous explique pendant une année, enfin 9 mois, toute la particularité
de l'approche de l'adulte en formation. Et ça nous donne des outils et des armes pour justement appréhender cela et impliquer les gens en formation. Beaucoup de personnes qui suivent une formation nous disent oh, bah, ça va être rébarbatif, ou encore une formation en management, c'est toujours les mêmes choses. Et ben justement, moi je veux que ça change, je veux faire évoluer les choses, et j'accompagne aussi beaucoup de formateurs dans cette philosophie. C'est ça. Pour vous, c'est vraiment la clé du formateur d'avoir finalement d'avoir une empathie avec les apprenants. Totalement. C'est vraiment le mot, avoir de l'empathie. Et puis j'ai envie de vous dire, vous savez, je donne beaucoup de formations en communication, et la formation, c'est beaucoup de communication. La première qualité d'un bon communicant, pour moi, c'est l'écoute. C'est pas le charisme, c'est pas l'aura, c'est vraiment l'écoute. Pour être pertinent dans sa communication, il faut savoir à qui on s'adresse. Et pour ça, il faut s'écouter, et il faut écouter les gens, il faut savoir se taire. Et ça, parfois, les gens, ils ont pas cette conscience, et je pense que ça se travaille, comme pour tout. Je vois Stéphanie Hulot et Kate qui approuvent largement cette notion d'écoute. Alors, je voudrais qu'on parle justement de ces bilans de compétences et des VAE. VAE voulant dire validation des acquis de l'expérience. Ça existe depuis combien de temps, ces bilans de compétences et ces VAE? Ça fait pas mal d'années, la VAE se démocratise de plus en plus. La VAE, alors la validation de l'acquis d'expérience, en quelques mots pour vulgariser un peu le propos, c'est de se dire, moi, Philippe, voilà, j'ai pratiqué le métier de commerçant pendant X années. J'ai pas des diplômes, j'ai un diplôme en ressources humaines et en formateur, j'ai pas de diplôme en lien avec le métier que j'ai pratiqué. Eh ben, je vais prétendre à obtenir ce diplôme par l'expérience que j'ai acquise en lien avec un référentiel métier, en sachant que tous les diplômes universitaires sont potentiellement accessibles par la VAE. Donc la VAE, c'est vraiment ça, c'est de se dire je vais légitimer cette expérience, et peut-être grâce à ça, je vais pouvoir évoluer et développer ma carrière professionnelle. Le bilan de compétences, c'est plutôt faire le point sur sa carrière. Se dire, voilà, ça fait tant d'années, je fais ce métier, j'ai envie de faire un petit focus, savoir ce que j'ai développé comme compétences, savoir si je suis bien où je suis, si j'ai envie d'évoluer et de donner encore plus d'énergie dans ce que je fais, ou au contraire me dire, peut-être qu'en lien avec mes appétences, donc mes intérêts professionnels, je vais peut-être entrevoir une reconversion, voir si c'est faisable, dans quelle mesure, et est-ce que ça va me donner la possibilité d'en vivre. Oui, et est-ce que l'un peut entraîner l'autre justement? C'est-à-dire un bilan de compétences peut donner envie de faire un VAE? Oui, c'est déjà arrivé. Suite à un bilan de compétences, une personne s'aperçoit que le métier qu'elle pratique, c'est vraiment sa voie. Elle est encore plus confortée dans cette démarche, et se dit, eh ben, puisque c'est ma voie, pour développer et pour évoluer dans cette voie-là, je vais devoir passer par une VAE. Et c'est déjà arrivé que des clients qui ont fait un bilan se projettent sur une VAE. Très bien. Alors, j'ai pu voir aussi que vous proposiez des bilans d'orientation, le développement des compétences managériales, l'aide à la réalisation de CV, aux lettres de motivation, la préparation d'entretien d'embauche. Comment vous arrivez à communiquer toutes ces informations auprès de vos apprenants? Oui, alors les formations, c'est des bases, et nous on s'adapte vraiment à la demande du prescripteur. Je rencontre les personnes, donc souvent dans les formations, c'est des entreprises qui veulent, par exemple, dernièrement, dernier trimestre 2020, j'ai formé 120 managers d'un grand groupe aéroportuaire, parce qu'ils avaient le souhait de faire évoluer leurs managers dans une certaine responsabilité managériale, et du coup j'ai adapté cette formation en lien avec la demande du prescripteur. D'ailleurs, les retours ont été vraiment très bons, et suite à ça, il y a peut-être une deuxième journée de formation qui va avoir lieu. C'est ça, ça a été très positif. Oui, parce que j'ai envie de vous dire, alors sans prétention aucune, je pense que la capacité de valoriser l'apprenant et l'individu en formation, l'adulte en formation, hélas, elle n'est pas assez diffusée auprès de tous les formateurs. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une passion, parce que c'est quelque chose que j'ai choisi de faire. Et je trouve que la transmission, c'est quand même l'un des plus beaux métiers. Transmettre un savoir, tout en le faisant ressortir par l'expérience de la personne qui est en face de nous. Oui, on sent là aussi que vous en parlez avec beaucoup de passion, et
vous-même, vous avez dû vous dire, j'aurais pu passer à côté de ça, quelquefois. C'est exactement ça. Mais la vie fait les choses de façon à ce qu'on a des opportunités à un moment, à nous de les saisir. J'ai un ami, c'est grâce à cet ami-là, d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou, Ibrahim, qui a été formateur pendant 1 an, enfin pendant plusieurs années, qui m'a dit, oh, Philippe, ce que je fais vraiment, ça change de ce que je faisais habituellement, c'est vraiment agréable, etc. Et puis, ça a commencé à germer dans mon esprit. Et voilà, grâce à ça, il m'a mis en lien avec l'organisme AF, et puis j'ai pu faire ce bilan, et voilà, vous connaissez la suite. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, je crois. Alors, on peut dire que finalement, à travers ce que j'entends, c'est que en développant le potentiel de vos clients, vous développez le potentiel des entreprises. En tout cas, c'est le but escompté. Et moi, j'attends, en tout cas, à chaque formation que je donne dans les entreprises, j'attends un retour des personnes prescripteurs qui me disent effectivement, Philippe, ça porte ses fruits. On va continuer à travailler dans ce sens-là, ou au contraire, on va réorienter peut-être autrement. Mais pour moi, c'est très important qu'il y ait quand même un retour sur investissement, j'ai envie de dire. C'est ça, oui, absolument. C'est pas des choses qui sont faites en vain. C'est agréable, mais il faut quand même qu'il y ait une pertinence. Alors, vous parlez d'investissement, vous me tendez la perche parce que donc là aussi, vos apprenants font appel au CPF essentiellement, où il peut y avoir faire une formation en étant de ses propres deniers. Alors, dans tout ce qui est bilan de compétences et VAE, effectivement, on peut mobiliser son CPF, comme le disait Kate, pour faire ce point sur sa carrière, ou au contraire, valoriser une expérience professionnelle. Effectivement, le CPF, c'est vraiment une procédure et quelque chose qui est mis en place qui est vraiment beaucoup plus intéressante que ce qui se passait avant. Là, c'est un compte qui est dédié à la personne. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus un investissement qu'une dépense. Exactement, ouais. Exactement. Et c'est vraiment intéressant. Alors moi, j'ai envie que ce soit encore plus diffusé, parce qu'il y a beaucoup de gens encore avec qui je parle qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore ouvert leur CPF, qui ne savent pas qu'ils ont des droits acquis. C'est vraiment très simple, ça va être un peu une répétition par rapport à ce que disait Kate. Non, mais je vous en prie. On rentre dans mon compte personnel de formation avec son numéro de sécurité sociale. On crée notre identifiant en moins de 2 minutes. La dernière fois, j'étais au téléphone avec un ami et il m'a dit CPF, c'est quoi? Et je lui ai dit attends, va devant ton ordi. En moins de 3 minutes, il avait créé son compte. Il avait vu qu'il avait 3 000 € dédiés à la formation. Ah oui. La formation bilan. Et il ne le savait pas. Il ne savait pas, du coup il a envie de prendre des cours d'espagnol maintenant, donc je l'ai orienté vers quelqu'un que je connais bien, qui est pas loin de moi, qui est vraiment une super pro. J'en profite pour dire que moi qui la côtoie assez souvent, elle est toujours comme ça, pleine d'enthousiasme, et ça nous met un peu de soleil dans ce monde qui est un peu gris en ce moment. Oui, il n'y a pas du tout de fog chez Kate, il y a que du soleil. Mais je tiens quand même à vous rassurer que c'est pas moi le formateur d'espagnol. Non, mais c'est quand même, donné par Fluency Formation. Oui, tout à fait, oui, on a un réseau, oui. Philippe Attia, je crois que vous avez une actualité à promouvoir, c'est-à-dire la formation DISC, DISC, qui permet une prise de recul sur ses attitudes comportementales, parce que vous faites aussi la gestion de stress et de conflits, c'est ça ? Exactement, oui. Donc, en l'occurrence, la formation DISC, c'est la méthode que j'ai pratiquée pour former les managers, pour essayer de faire évoluer leurs attitudes, leur développement managérial. C'est une formation qui prend un peu, on va dire, on se met en métaposition. On prend un peu de recul sur ce qu'on met en place, sur nos attitudes comportementales professionnelles. Et du coup, en ayant une vision plus distanciée de ce qu'on met en place, on arrive à voir ce qu'on induit. Parce que souvent on se dit je suis comme ça, je suis comme ci, et puis ce que je fais c'est comme ça. Et oui, mais on n'a pas la vision de la personne qui reçoit l'information. Et là, ça nous permet de prendre cette vision-là et peut-être de faire évoluer notre communication, notre management en lien avec tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une prise de recul qui est nécessaire, je pense, pour tout le monde et qui peut être bénéfique.
Ça veut dire que finalement, vous proposez des parcours assez personnalisés, un peu comme un coach sportif. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison? Oui, c'est une belle comparaison. C'est un peu ça. Oui, moi, mes formations, je les limite à 7 participants maximum. Parce qu'après, je pense qu'on passe. Il y a une perte d'attention. Mais voilà, une perte d'interaction qui est forcément nécessaire. La formation, c'est l'interaction. Sinon, on n'est plus dans la formation, mais on est dans l'information. On informe les gens